Bien, merci à tous d'être là, merci beaucoup. Donc je me présente, je m'appelle Vincent Levorato, je travaille à Prisma Media en tant que lead data scientist. Donc on est super content d'accueillir en fait le meetup, la 10e édition du meetup Crafting Data Science. Un meetup qui a été créé au sein d'une boîte qui m'est très chère puisque j'étais aussi moi un Octo il y a quelques années. Et ça fait très plaisir de revoir des visages qui sont pour certains encore à Octo et d'autres qui ont fait leur chemin. Donc aujourd'hui on va avoir deux talks. On va avoir ce talk-ci que vous allez voir que je vais présenter sur la manière d'avoir impliqué un petit peu une approche lean dans la philosophie à nos pratiques data science au sein de Prisma. Et puis on aura ensuite donc Samy et Marcella de UpCity qui présenteront leur approche sur comment garder un peu de vie privée quand on fait de la vie connectée avec de l'IoT et ce genre de device. Le titre est un peu pompeux, j'avoue, j'ai pas trouvé de titre plus court, plus adapté. Mais la grande idée derrière, c'est que quand on veut offrir une offre data science au sein d'une entreprise comme Prisma, le but c'est d'être le plus efficient possible. Et dans notre contexte encore plus, et vous allez voir pourquoi. Alors, gros disclaimer dès le début, c'est pas du tout, je suis pas expert du Lean en particulier, même si, comme pas mal de vous, j'ai de la culture sur les Six Sigma, etc., bon, voilà, Green Belt, Black Belt et tout, mais c'est plutôt de dire que l'approche Lean, on l'a pris comme fil conducteur de la méthodo, de la partie coding, pour ensuite, après, appliquer des bonnes pratiques qui sont plus très rattachées, en fait, aux pratiques de craft, que vous connaissez sûrement. Alors, un peu d'histoire, en fait, au niveau de la data science chez Prisma. On a commencé, alors, je vais parler de la data science en production, parce qu'on fait du craft. Il y a eu d'autres initiatives, en fait, de data science, en fait, par-ci, par-là, à Prisma, par le passé. Mais je vais parler surtout du secteur qui me concerne, du périmètre qui me concerne, qui nous concerne dans l'équipe. En 2017, on avait eu un premier projet sur la prédiction de vente de magazines, qui était un peu le projet phare, en fait, pilote, d'un projet data science à l'échelle à Prisma, et en production. Donc on avait une petite équipe plutôt orientée BI, un seul data scientist externe, on va dire à l'époque, c'était moi, voilà. Et avec quelques personnes qui sont passées par-ci par-là, et une équipe plutôt BI historiquement. On était plutôt sur AWS et puis sur du on-prem, et c'est là-dessus qu'on a commencé à faire nos premières armes en fait à l'époque. Moi j'étais pas encore en fait interne à Prisma à l'époque, j'étais consultant externe. Ensuite freelance, et on a travaillé sur des stacks comme celle-ci, vous connaissez tous. Après, le on-prem a commencé un petit peu à diminuer, en fait, sa place en fait, dans la stack a commencé à diminuer, et on est passé sur une architecture complètement cloud, en tout cas quasiment cloud, en tout cas sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et on a plutôt switché en fait chez Google, pour la partie data en tout cas. Et on a commencé à étendre en fait nos use cases en fait, en matière en fait, de problématiques adressées au sein de Prisma. Je parlerai après de petits exemples à la fin de use cases très précis. Ensuite, l'équipe a commencé à se structurer, à grossir. On a eu vraiment une identification assez claire des différentes activités au sein de l'équipe, que ce soit des gens qui continuent à faire de la BI, des gens qui sont plutôt data science, plutôt data engineering, plutôt chef de projet ou plutôt product owner. Et jusqu'à pas longtemps, voilà, on a continué à améliorer nos process. On a augmenté les effectifs. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'équipe de BI Analytics. Au sein de l'équipe qui est dans cette équipe-là, on est 4 sur la partie data science uniquement. Et donc, on continue à travailler sur des use cases, à mettre en production, avec plus de valeur ajoutée en fait, au sein des business. Donc ça, c'est plus ça pour le côté petite histoire, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Prisma. Et Prisma, en fait, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait réellement? On fait principalement de la vente de magazines, des titres comme Géo, Femme Actuelle, Capital, donc tout un tas en fait, de titres en fait, très connus de la presse française. Et c'est dans nos locaux qu'on retrouve toutes les rédactions en fait, de journalistes qui écrivent ces magazines. Et on est bien sûr après une proportion non négligeable sur le net avec les sites et les applications mobiles. Alors pourquoi j'ai parlé de Lean depuis le début en fait, au tout début, pourquoi j'en ai parlé donc en résumé, le Lean, je prends quelques points très rapides en fait, dans une définition comme une autre. Il y a une notion de maximiser la valeur pour le client, principalement, en minimisant les gaspillages, donc en étant efficient finalement, et en amenant aussi de l'amélioration continue dans l'histoire, tout en collaborant, et avec la partie flux continu qui est très chère aux approches craft qu'on aime bien mettre en place en général. La partie IT finalement, c'est
à peu près la même chose appliquée à l'IT, avec, en plus de la valeur pour le client et la minimisation des gaspillages, la partie livraison rapide, la performance qui est mesurée, et aussi on va essayer de réduire les coûts et les délais, le fameux TTM, Time to Market, qu'on va essayer de réduire au maximum, qui est un peu dans la mouvance des BOPS en général quand on en parle. Et toujours répondre aux besoins clients. Donc si après finalement on doit un petit peu garder que ce qui nous intéresse et les catégoriser, au final on va avoir la partie client pour laquelle il faut maximiser la valeur, la partie minimisation des gaspillages, donc la partie efficience finalement, la partie amélioration continue des process, et la partie livraison rapide plus continue, je les mets ensemble, et après des items qui gravitent autour, collaboration, mesure de la performance, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu là-dessus, en fait, c'est un peu pour un peu vous raconter une histoire, c'est un petit peu ça, un peu comment dire, le socle de ce qu'on fait, on essaie de se rattacher à ce genre en fait, de préceptes. Et un dernier, qui est un petit peu en amont en fait, de tout ça, la partie Lean Startup, où en fait on va valider en amont tout ça pour que tout ce qu'on va essayer de faire soit utile et pertinent, et pas commencer en fait à faire des choses en fait dont les ressources sont utilisées pour rien, et au final on se rend compte que il fallait rien faire que faire en fait ce qu'on a fait. Donc on va un peu essayer un petit peu en amont d'analyser si oui ou non ça vaut le coup de le faire. Bon, c'est un peu des banalités parfois ce que je raconte là-dessus, mais voilà, c'est un peu pour donner un peu un contexte, un peu un cadre global sur l'approche qu'on essaye de mettre chez nous en place. Donc Lean, grosso modo, ça regroupe de notre côté la partie Lean Startup et Lean IT, et finalement, on a quand même la partie Craft en fait, qui est pas complètement en fait commune, mais qui a des liens avec la partie Lean, puisque contrairement en fait au Lean où on essaye d'optimiser un peu le côté efficience et minimisation des gaspillages, le côté Craft, c'est plutôt améliorer les compétences techniques des développeurs et des profils en fait qui vont créer les produits informatiques, les produits techniques. Donc finalement, les deux sont carrément pas compatibles, au contraire, sont assez complémentaires. Et on essaye en fait d'avoir en fait en tête les deux en fait pour avancer dans nos projets, nos produits. Voilà. Alors nous, le challenge qu'on avait finalement, c'est que on a en fait des équipes à taille humaine. Nous concernant, j'ai donné tout à l'heure les chiffres. Dans mon équipe Data Science Pure, on n'est que 4 personnes, enfin que. Je vais expliquer pourquoi je dis le que par rapport à la taille de Prisma. Et il fallait réfléchir à comment organiser les stratégies en termes de problématiques, en termes de méthodologie, en termes de bonnes pratiques, code ou pas, pour pouvoir en fait créer des produits à l'échelle de l'entreprise. Parce que l'activité Prisma, donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est plusieurs dizaines de titres papier et ou numériques à travers les sites ou les applications mobiles. Tout à l'heure, je vous en ai cité quelques-uns. En termes de trafic, 33 millions d'internautes et 1 milliard de pages vues par mois. Donc on est, de mémoire, je crois qu'on est, toutes marques confondues, le trafic le plus gros juste derrière Facebook en France. Et au niveau des impressions publicitaires, on a 5 milliards d'impressions de pub par mois. Donc là, j'ai donné des chiffres d'ordre de grandeur en termes de données. On n'est que sur la donnée qui est présente côté Google Cloud. Je n'ai pas pris la donnée côté AWS. On a toute la partie AWS qui héberge les sites, justement. Donc juste la partie Google Cloud, déjà, BigQuery et consorts, on est déjà sur plusieurs pétoctets de données. Et on sert plus de 6 équipes business différentes. Donc, quand on voit ce genre de choses, on se dit, bon, on est 4 d'un côté, 15 avec l'équipe globale, et on a plein de business, et on est 1300 en tout chez Prisma, comment on fait, voilà, par rapport à un rapport de force un peu inégal, pour couvrir les besoins. Donc déjà, présenter rapidement, en fait, un peu comment en fait, on fait, finalement, au niveau méthodologique. Alors, beaucoup de choses, en fait, que vous allez reconnaître, que vous faites déjà chez vous, qui sont des bonnes pratiques, que je fais déjà Octo d'ailleurs, et vous faites sûrement chez vous aussi. Déjà, on fait un cadrage, en fait, on a adapté un peu un cadrage un peu, on va dire, agile, entre guillemets, à notre contexte. Très rapidement, on va prendre en fait les insights du business, et on va rapidement discuter pour savoir un petit peu si ça vaut le coup, comprendre un peu le besoin, donc le côté un peu idéation, quoi. Donc ça prend 1 heure ou 2 max, et on essaie d'aller assez vite pour ne pas perdre de temps si ça vaut pas le coup. On dégrossit le sujet. Ensuite, si ça vaut le coup et qu'il y a un pré-ROI identifié, on va dire, on va commencer à travailler sur la data, donc étude un peu stats, analyse, notebook, comme vous connaissez, voilà. Et si ça commence à être intéressant, pas mal d'allers-retours avec le métier pour affiner en fait la demande, le besoin, la compréhension du besoin. Là, on va commencer à faire un MVP classique, tout de suite en production, avec des features minimales, même parfois incomplètes, mais c'est pas grave. C'est de mettre rapidement quelque chose en fait qui est utilisable et sur lequel on peut avoir un feedback rapide. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'après on valide une première version, on va dire, acceptable, voilà, on part après classique sur un produit classique avec les releases classiques, voilà, la méthodologie qui vous sied. Donc nous, on ne fait pas forcément de sprint, mais je vous expliquerai après plus tard ce qu'on fait. On part après sur de la MEP d'1 à 2 fois par semaine, et puis voilà, on affine avec un backlog de features habituel. Donc ce qu'on fait, c'est assez simple.
Et on a voulu, en fait, justement, dans tout la presse que je vous fais, là, vous allez voir, plutôt simplifier, en fait, des approches qui souvent sont très, comment dire, des fois complexes pour pas grand-chose. Je ne vais pas citer Scrum, mais bon, voilà, c'en est un parmi tant d'autres. Donc là, ça, pareil, ce genre de choses sont fait très classiques, qu'on fait habituellement dans plein d'équipes un peu matures sur la data. On essaie d'aller assez vite, en fait, sur l'échec, s'il doit arriver. Et en gros, s'il y a, en fait, on va dire, un blocage quelconque, en fait, on va tout de suite, en fait, arrêter, se dire, bon, voilà, on met ça plus tard, on a d'autres priorités peut-être. Et puis, en tout cas, l'idée, c'est que si on doit échouer, entre guillemets, il faut échouer le plus vite possible. Donc, c'est un peu l'idée. Et on se compte ça en nombre de jours, semaines maximum, et pas en nombre de mois ou années, comme on peut le voir parfois dans des vieilles gestions de projet. Et tout ça, en fait, on le cadre avec une roadmap qu'on va découper par des runs chez nous. Donc c'est vraiment une roadmap, c'est-à-dire en fait c'est pas une delivery map, hein, c'est pas en janvier tel jour on livre telle feature. Non, c'est plutôt en fait ce qu'on voudrait faire par tranche de 2 mois. Ça permet aussi de prioriser par rapport au métier et un peu comment dire, entre les différents métiers qu'on adresse, quel métier on va adresser en premier pour que tout le monde en fait soit servi de la même manière. Et voilà, on a des livraisons attendues, souhaitées plutôt, une valeur attendue. Et ça permet à la fin de dire, voilà, tout ce qu'on n'a pas fait dans le premier run, on a pu faire ça, si on ne l'a pas fait, on reporte au deuxième run, etc. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc ça reste une roadmap. Et sur la partie delivery, on fait plutôt du continu. Donc en fait, on utilise ClickUp. Avant, on était sur Trello, mais très rapidement au tout début, mais après, ça ne passait pas à l'échelle. Donc on utilise ClickUp, en fait, qui est un super outil pour gérer du board. Alors ça, c'est très bien quand on sait ce qu'on veut faire, c'est moins bien parce que c'est très complet, donc on peut se perdre. Mais nous, voilà, on utilise une méthode assez classique Kanban, livraison continue, avec quelques petits trucs qu'on rajoute du monde agile classique. On essaie donc de livrer au maximum, donc pas de sprint, rien du tout. En plus, nous, on trouve que c'est bien adapté au monde de la data et la data science de manière générale, où il y a beaucoup plus d'incertitudes que dans le monde de l'IT, où il y a déjà de l'incertitude, mais là, il y en a encore plus. Il y a l'incertitude de l'IT plus l'incertitude de la data, donc il se rajoute. Et on a préféré rester sur un processus assez simple, donc Kanban classique, avec quelques trucs en plus, et pas éviter les gros frameworks qui, à mon sens, sont trop lourds, en tout cas dans ce genre de contexte, comme Scrum ou autre. Et d'outils, enfin, pareil pour les outils un peu complexes aussi, un peu lourds, comme Jira. Donc voilà, par contre, on garde en fait des trucs classiques qu'on a dans le Kanban, c'est-à-dire ça, c'est issu d'Atlassian, de Trello, des épiques, après des stories, des tâches qui sont rattachées aux stories. Bon, ceux qui ont fait un peu écrit de stories, ils savent à quoi s'en tenir. On garde ça, on le fait un petit peu ça, enfin on le fait, mais on va pas plus loin dans Storypod et compagnie, dans tout ça, on fait pas ce genre de choses. Donc là, concrètement, comment ça fonctionne, on a notre user story par exemple, et tout simplement en fait après, avec l'équipe technique, découper les tâches qui vont correspondre en fait à la partie technique opérationnelle. Et on va se lister en fait toutes les tâches correspondant à la story, on va se les mettre dans le backlog, et on va les dérouler, on va se les attribuer, puis on va les faire. Voilà. Et quand c'est terminé, on livre la feature et tout va bien, normalement, dans le meilleur des mondes. Et les choses en plus que je mentionnais, vous allez avoir par exemple donc la partie hiérarchique en fait. Donc on va hiérarchiser en fait par business. Dans le business, il y a plusieurs produits. Dans chaque produit, il y a des stories, des features, des tâches. Des étiquettes qui vont nous permettre un peu rapidement de cataloguer les tâches et les stories en question. Des templates pour aller plus vite dans ClickUp pour aller créer directement des tâches rapidement. Et puis des niveaux de priorité sur lesquels en fait, on va se mettre d'accord avec le métier pour dire à quel moment on livre ou pas telle tâche, telle story. Et puis la vue roadmap qui va nous aider en fait à y voir plus clair, surtout pour un manager qui permet de voir une vue globale de tout ce qui se passe dans l'équipe. Et en fait, j'ai essayé à chaque fois de formaliser, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien formaliser les trucs en général, donner des noms sur des choses. Et on fait beaucoup de BDD, en fait, beaucoup de gens font du BDD sans le savoir. Et nous, vraiment, on aime beaucoup ça dans le sens où on met tout le monde autour de la table, on prend les différents interlocuteurs, on met tout le monde autour de la table, et on discute. Et grâce aux exemples concrets qu'on va sortir à la conversation, etc., donc, on arrive à formaliser en général, ça c'est un peu la partie initiative au tout début qu'on voit. Tout de suite, on va réussir à sortir des exemples qui vont en général devenir nos futurs user stories. Donc ça, c'est un truc qui en général marche, mais qui ne se fait pas partout. On a encore des fois de la MOA intermédiaire qui va venir un peu bruiter le truc. Nous, on évite ça, on essaye de mettre tout le monde autour de la table. Alors on peut le faire parce qu'on est à taille humaine aussi dans l'équipe, mais c'est quelque chose qu'on défend. Alors ça, c'est un diagramme que les octos connaissent, puisque c'est issu du volume 1 de DevOps, culture DevOps. Et c'est un peu les trois grandes types d'orgas qu'on a de l'orga traditionnel jusqu'à l'orga DevOps. L'orga traditionnel, tout est découpé entre la partie conception, build, run.
Après, vous avez l'orga qui est agile, où on a des équipes qui vont devenir des équipes produits, finalement, des feature teams. Et après, vous allez avoir l'orga full DevOps. Voilà, toute l'organisation en fait est alignée en fait avec des équipes qui contiennent toutes les compétences du product owner jusqu'au DevOps en passant par les devs, les data scientists, etc. Alors nous, on n'y est pas encore, on est entre les deux, je dirais, parce qu'on a encore une partie build qui est gérée vraiment de manière indépendante, la partie Terraform, etc., par en fait notre équipe d'infra. Mais en revanche, le run n'est plus chez eux, en tout cas nous concernant. Nous, la partie run, c'est vraiment chez nous, la partie produit data science, c'est nous qui gérons cette partie exploitation. Un petit peu le précepte Ubidit et Runit. Hein. Donc c'est ça qu'on fait en tout cas chez Prisma. Donc on est un peu à la frontière des deux mondes et ça se passe très bien. On bosse très bien avec nos équipes infra. Donc voilà. Alors maintenant on va rentrer un peu dans la tech. C'est un peu pour ça qu'on est là. Donc pour pouvoir un peu réussir à passer à l'échelle en fait nos produits et apporter de la valeur rapidement, avec tout ce que je vous ai raconté, il va falloir en fait mettre en place certains stratagèmes. Notamment la partie automatisation, là je prêche des convaincus j'imagine, mais voilà, la partie automatisation finalement chez nous c'est encore plus important que dans des équipes de grande envergure. Avoir des bonnes pratiques de code, voilà, ça va sans dire, et utiliser des services en tout cas pour nous fortement managés. Alors j'ai mis fortement parce que GCP a des services encore plus managés je dirais, et je m'expliquerai pourquoi après, que d'autres acteurs du monde du cloud, et puis du coup revoir des designs d'architecture qui sont cloud ready, sinon ça sert à rien. Alors sur la partie automatisation, on a pas mal de choses. Par exemple, on fait beaucoup d'Airflow, comme vous voyez sur l'écran. Et on a en fait donc du coup des alertes en fait quand nos DAG tombent en... Donc les DAG, c'est les workflows d'Airflow. Quand ils tombent en fait en erreur, on a des petits chats en fait Google Chat qui nous envoient des notifs automatiquement et on sait voilà quelle tâche de quel DAG est tombée en erreur. Les équipes derrière savent en fait comment gérer ça. Et ça se passe plutôt bien avec ça. On a aussi des policies qui permettent en fait, avec envoi de message également, de vérifier en fait que certaines règles ne sont pas bafouées, comme par exemple des tables qui grossissent de manière démesurée, ce qui n'est pas normal, ou des VM qui restent allumés de manière inconsidérée, voilà, ce genre de choses. Donc tout ça c'est géré automatiquement et après soit c'est l'événement en fait est automatiquement en fait résolu, soit il y a une action humaine qui est nécessaire, et puis des dashboards de suivi, voilà, pour un peu monitorer tout ça. Et la partie donc scheduling, on fait beaucoup d'Airflow, que ce soit pour la data, c'est-à-dire la partie circular data, ou pour la partie machine learning. Et la CI/CD classique qu'on a chez nous, c'est tout simple, on a donc du GitLab plutôt chez nous. Il n'y a pas de connecteur direct avec GCP, donc il y a un petit mirroring qui est fait entre GitLab et puis GCP. De là, on a Clubid en fait, qui est la CI de GCP qui se lance, et ça construit soit de l'image Docker, soit ça déploie les DAG où il faut. Voilà, donc ça, à chaque fois qu'on fait des projets, on utilise ça tout de suite, et les projets sont prêts à partir en production très rapidement. Ensuite, sur la partie code, bon, tout est versionné dans des repos, on essaie de créer de la documentation autoportante le plus vite possible et de la générer automatiquement grâce au code intégré. Voilà, donc, ou via les tests, bien sûr, qui font aussi office de doc. Et la chose en fait qu'on a mis en place, c'est que comment faire pour aider un data scientist qui est par exemple, je sais pas, junior ou même qui connaît pas l'archi en fait sous-jacente à passer son code d'un notebook très rapidement en production en passant par son IDE. Donc il y avait déjà eu en fait des talks qui avaient été faits, je crois, la fois dernière sur le sujet. En vrai, c'est une approche un peu différente. Alors après, elle est propre à Airflow pour le coup. L'idée, c'est qu'en fait, on a un contrat comme ça, tout simplement. On a une fonction avec en entrée un data frame et en sortie un data frame ou autre chose éventuellement ou rien du tout. Mais ouais, on a voilà ce genre. Donc en fait, le data scientist, il va bosser dans un environnement assez connu. Il bosse sur des data frames Pandas. Après, là, il y a d'autres problématiques qui peuvent se poser, mais on va dire qu'on bosse sur un data frame connu. Le notebook, on manipule pareil le data frame que dans IDE. Très bien. Et en gros, une fois que sa fonction elle est faite, il a juste besoin d'aller réécrire son code, tester bien sûr, dans une fonction de ce type-là, qui sera appelée ensuite par Airflow. Et pour faire ceci, en fait, on a en fait des opérateurs custom, donc on en a plusieurs types. On a soit des opérateurs en fait qui vont s'exécuter directement sur le serveur autour d'Airflow, et ça c'est un peu l'ancien temps, on fait plus ça. Soit en fait des opérateurs qui sont plutôt orientés Kubernetes et qui vont en fait être construits à la fois par le code de la fonction qui va faire le traitement, mais aussi par une petite déclaration YAML en fait de qu'est-ce que j'ai en entrée, qu'est-ce que j'ai en sortie. Donc là par exemple vous voyez sur l'écran que vous avez en entrée en fait du BigQuery, en sortie du BigQuery, donc une requête BigQuery en entrée et en sortie une table BigQuery. Et ça vous dit quel module en fait et quelle fonction doit faire le job entre l'entrée et la sortie. Et c'est tout. Et en gros, le data scientist, lui, il a juste à écrire limite ça, sa fonction, il met dans le truc et puis ça se déploie et puis ça marche. Voilà.
Alors après, on a des spécificités, on pourra en parler après, après le talk, mais on peut choisir certains types de machines, de poules, etc. Mais grosso modo, il n'a que ça à faire et ça fonctionne. Et ça, c'est un exemple de flux de data science qu'on fait chez nous, voilà, classique, où vous avez une data qui est dans BigQuery. On a plusieurs requêtes qui vont préparer la data dans BigQuery parce que ça passe à l'échelle très très facilement. On fait des features, on les normalise. La partie train predict, c'est des modèles classiques, je sais pas moi, le scikit-learn, la GBM, ce que vous voulez. Ça tourne en fait dans des pods sur un cluster dédié, avec des opérations annexes par exemple, de la feature sélection, de l'optimisation de paramètres. Et puis après, bah, ça vous crache le résultat dans BigQuery. Et après, on peut consommer cette data après comme on veut. En termes de services cloud, on utilise principalement ceux-ci. Alors, c'est pas exhaustif, mais j'ai fait un focus vraiment sur ceux qu'on utilise majoritairement. BigQuery, qui est un peu notre data warehouse, data lake tabulaire, parce que c'est vraiment des tables, et ça passe à l'échelle, et ça permet de faire des opérations distribuées serverless à l'échelle très très facilement. Dataflow qu'on utilise un peu moins, mais on utilise un petit peu quand même, qui est finalement du Apache Beam, hein. J'ai mis les petits icônes derrière. Pour faire des traitements distribués de données à plat ou même des fois de l'embedding à l'échelle très rapidement, par exemple, sur des réseaux de neurones. Cloud Run, qui est vraiment le côté un peu Kubernetes, en fait, facile du pauvre, mais très très puissant, qui permet en fait de passer à l'échelle et de lancer des instances en fait, à l'échelle à partir de containers. Pareil, donc serverless aussi. Et Vertex AI, pareil, dont vous avez aussi parlé la fois dernière, je crois, au Meetup, qui permet un peu d'avoir une sorte de framework un peu normalisant toutes les pratiques de data science avec la partie registre des modèles, performance des modèles, expérimentation, etc. Donc c'est du Kubeflow derrière, hein, c'est juste une surcouche à Kubeflow qui est en fait de toute façon développée qui est majoritairement en fait comité par Google, hein, de toute façon, et Composer qui est en fait la version packagée de Airflow dans GCP. Voilà. Donc et qui est semi-serverless parce que bon, il y a des pods qui tournent en permanence. Mais on peut, en fait, on va dire à la volée, lancer des pods très facilement et ça donne scale, ça auto-scale assez facilement. Alors là, je vais faire un petit focus justement sur notre archi en fait, chez nous. Alors, on a deux clusters quand on lance du machine learning en batch. Alors là, c'est pas du Vertex AI, on fait du Vertex AI. On a commencé il y a plus récemment que de faire ça. Airflow, ça fait 4 ans, je dirais, environ qu'on en fait maintenant. Et on a subi, j'ai envie de dire, mais les différentes montées de version d'Airflow, surtout de la 1 à la 2. Et en fait, si vous voulez, c'est que donc, Composer, donc c'est le service bundlé d'Airflow, il vous propose un Airflow sur étagère. Donc vous n'avez rien à installer, rien à gérer. Donc le côté justement très managé, tout à l'heure j'en parlais, bah, ça nous aide parce que comme on n'a pas d'équipe derrière pour maintenir ce genre d'architecture, bah, c'est Google qui s'en charge pour nous et du coup c'est top parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de DevOps, Ops ou data engineer spécifique pour gérer cette partie-là. On a des data engineers qui vont gérer juste les flux purs, mais pas la partie maintenance en fait, de l'architecture. Donc, comment ça se passe? C'est que vous avez en fait Composer qui va bundler tous les services d'Airflow. Donc, vous allez avoir les services classiques, c'est-à-dire la partie web, serveur, la partie scheduler qui va exécuter les DAG, et tous les workers en fait, le scheduler qui va exécuter, qui va s'occuper en fait de la partie programmatique, et la partie worker qui va exécuter en fait les tâches. Et tout ça, donc, ce sont des pods. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des pods. Avant, c'était des services qui tournaient sur des instances et tout, sur un cluster cube classique. Maintenant, c'est du cube autopilote dans le GCP. Donc, je crois que de mémoire, il y a qu'eux qui proposent ce genre d'architecture. C'est-à-dire, en fait, c'est un cluster où on n'est plus au niveau de l'instance, mais on est au niveau du pod. Donc, en fait, on n'a plus d'instances en fait, à gérer. C'est juste en fait, les pods en fait, qu'on utilise directement. Vous donnez les ressources, les CPU, la mémoire utilisée, etc. Mais il n'y a pas de notion d'instance derrière à gérer. Et donc, du coup, ça facilite beaucoup la chose. Donc, c'est comme ça que, par défaut, Composer 2 avec Airflow 2 fonctionne. Et nous, en fait, on a à côté un petit cluster avec des pools dédiés dans lesquels, en fait, on va lancer nos fameux pods là, de traitement Python custom à côté. Donc, par exemple, si on a besoin de lancer un réseau de neurones et qu'on a besoin de GPU, on va avoir une pool dédiée tout en bas où, dedans, il y a des machines prêtes à démarrer avec une configuration de type GPU. Et au moment, en fait, où la tâche Airflow va démarrer, il va y avoir en fait une demande en fait sur cette pool en fait d'instanciation de pod avec de la tolération par exemple, et vous allez avoir le pod qui va arriver dessus, qui va du coup démarrer une instance puisqu'il n'y a pas d'instance au début disponible. L'instance va être up, le pod va s'exécuter, va disparaître parce que c'est un job, et ensuite il y aura plus de job. Il va y avoir une policy d'autoscale qui va faire que ça donne scale en fait la pool à 0.
et ainsi de suite. Et donc, du coup, on a plusieurs types de pools en fonction des différents tâches qu'on a. On a des pools avec des grosses machines, des machines de taille moyenne, etc., pour optimiser un petit peu les coûts. Et ça nous permet en fait d'être très souple en fait, sur la manière de faire. Et en plus de faire comme ça, aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir toujours des instances en attente, ce genre de choses. Donc ça, c'est notre architecture principale de machine learning en mode batch. Voilà. Et bien sûr, après, on ne s'interdit pas d'utiliser des services ponctuellement de Vertex AI, comme par exemple, si on veut faire du modèle registry, on peut très bien faire ça, et en plus connecter uniquement au service registry du modèle en fait, de Vertex AI, et puis utiliser que ces briques-là, quoi. On n'est pas obligé de faire tout dans Vertex AI si on veut travailler avec Vertex AI et faire du kubeflow. Et par exemple, ça, c'est un autre exemple en fait, d'application un peu serverless, qu'on aime bien les applications serverless pour éviter notamment les coûts d'infrastructure inutiles. Ça, c'est un Streamlit qui tourne simplement, et comment on l'a mis en place, vous avez Streamlit en fait, qui est hébergé dans un Cloud Run. Dans Cloud Run, donc là, c'est du container qui passe à l'échelle, qui upscale, downscale en fonction de la concurrence, en fonction de la charge. Là, c'est une application interne, donc on a du proxy, du balancing qui permet de ne donner accès que aux internes Prisma. Et derrière, c'est BigQuery Backend Data avec le moteur BI Engine en fait, qui permet de cacher en mémoire une partie de votre donnée si vous le désirez. Donc vous n'avez pas en fait, la latence en fait, d'un système distribué classique qu'on pourrait avoir, même Expart par exemple, où il y aura une petite requête qui va se faire. Donc là, on a directement en fait, la table, les tables qui vous intéressent en mémoire, et du coup, ça va super vite, modulo en fait, les échanges réseau. Voilà, donc pour finir, quelques exemples en fait, de produits qu'on fait chez nous, et après, comme ça, peut-être vous aurez des questions très spécifiques là-dessus. Donc, le projet phare, c'était celui-ci du tout début, c'était la prédiction de vente de magazines. Donc, c'est prédire une quantité de vente par magazine, par parution et par point de vente. Le but, c'est d'optimiser la quantité à fournir, parce que si vous fournissez trop de papier, vous avez beaucoup d'invendus et beaucoup de pertes. Alors, je ne parle même pas au niveau écologique, mais même au niveau en fait, chiffre d'affaires, au niveau marge. Voilà, on perd beaucoup de marge si on met trop de papier qui n'est pas vendu, parce que c'est pas le point de vente qui paye en fait, les invendus, c'est Prisma. Lui, tant qu'il a des ventes, il est content. Par contre, il n'est pas content quand il fait de la rupture. Donc, le contexte était celui-ci. On a une équipe en fait, qui s'appelle la vente numéro en fait, dans la presse, qui est chargé, entre autres, de travailler sur cette tâche-là, de fournir au plus juste la quantité de magazines par point de vente. Le problème, c'est que par point de vente, on entend environ 20 à 22 000 points de vente. Il y a plus de 30 magazines en fait, à servir. Et quand on a des fois des parutions hebdomadaires, c'est toutes les semaines qu'il faut prévoir des quantités. Fois 20 000, fois 22 000, fois le nombre de magazines. Donc ça peut être tout de suite très en fait, critique pour l'humain. Donc ils n'avaient pas d'autre choix à l'époque que de faire des solutions en fait, statistiques simples, parce que c'était très difficile de passer à l'échelle. Donc nous on a mis en place des petits modèles de régression, des petits modèles. Il y en a 180 parce qu'en vrai, il y a le modèle de prédiction à court terme, long terme, moyen terme, il y en a plusieurs. On fait aussi de la prédiction de quantile pour un peu borner l'intervalle de prédiction. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles au final qui sont en production. Mais avec tout ça, on a réussi, avec des A/B tests mesurés, à faire diminuer en moyenne le taux d'invendu de 4%, qui peut paraître pas énorme, mais quand vous avez des tirages à 300 000, 340 000 par parution, 4%, ça commence à faire pas mal. Et quelques exemples en fait, de dashboard à côté pour un peu monitorer tout ça. Ensuite, on a d'autres produits en fait, qu'on a fait, qui l'anomalie, en fait, la détection d'anomalies d'encarts publicitaires sur les sites Prisma, où on va en fait aider l'équipe Yield, qui a pour objectif d'optimiser ces encarts publicitaires, à détecter au plus tôt en fait les anomalies techniques qu'elle pourrait rencontrer, parce que en fait c'est pareil, ça passe pas à l'échelle pour un humain. La combinaison en fait d'emplacement fois le nombre de marques, de pages, d'articles et compagnie, ça fait des millions en fait de combinaisons possibles. Donc on a mis en place un petit système en fait pareil de détection. Donc on prédit les indicateurs, on regarde s'il y a un drift, et s'il y a un drift trop important par rapport à ce qu'on attend, hop, on lève une alerte. Et ça a permis d'éviter pas mal de pertes. Alors là pareil, j'ai mis en pourcentage, 2% des revenus de la régie. En fait c'est énorme parce qu'en fait ça correspond à 70% du CA, donc voilà, c'est pas négligeable. Donc ça c'est en production depuis, je dirais, 2 ans maintenant. Et on est plutôt content de ce truc-là, en fait, donc pareil, avec les technos et les pratiques qu'on a mis en place et que je vous expliquais tout à l'heure. Et un autre exemple, en fait, là où on fait là pour le coup, donc là c'est du réseau de neurones, du NLP avec du réseau de neurones de type BERT, BERT français, quoi. Et là, en fait, on est sur de la recommandation content-based, où on va aller proposer du contenu pertinent à un lecteur qui est en train de consulter un article en ligne. Donc vous avez lisez un article, je sais pas moi, sur les recettes de gâteau au chocolat, on va essayer de vous proposer des choses qui sont en relation avec ça,
ou un article sur les voyages en Bolivie, même chose. Donc là, on a regardé un petit peu ce que ça donnait comme résultat et on a un taux de clic voilà, qui s'est amélioré, là, en tout cas où c'était déployé. Donc on est plutôt content également et je pense que la prochaine étape, ça sera du user base ensuite, pas un peu le niveau d'au-dessus, mais voilà. Donc en résumé, en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, l'idée, c'est de toujours essayer de créer de la valeur pour les clients internes. Nous, on travaille surtout pour les clients internes. Par petite itération, estimer plutôt le ROI, voilà, donc, parce qu'on peut pas, en fait, on n'a pas trop le choix de perdre de la ressource pour rien, vu notre échelle. Livrer en continu, en utilisant le plus possible les process, bonnes pratiques de code, et puis livrer en continu aussi, parce que comme ça, ça permet d'avoir des feedbacks métiers très rapidement. Et les feedbacks métiers très rapidement, va permettre d'améliorer en continu vos produits, et c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. Que ça soit mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la gestion du produit, mais aussi de l'architecture, du code, etc. Et pour finir, on essaye de faire en sorte que tout ça soit utile et pertinent, et on essaie de le mesurer en continu également. Et on utilise des bons canaux, en tout cas, pour essayer de discuter avec les gens. Pas mal de choses, en fait, à disposition pour les métiers. Des chats spécifiques par produit, par exemple, des outils qui permettent de mesurer si oui ou non les gens utilisent. Voilà. Donc pour la suite, en fait, qu'est-ce qu'on prévoit de faire c'est de continuer un peu dans la bonne pratique. Donc moi, quand j'étais arrivé un peu en mode, les crafts diraient en mode défensif, parce que j'étais arrivé en guide flow, en disant comme en fait, je sais pas trop en fait à qui je vais m'adresser, les futurs devs que je vais avoir dans l'équipe, je vais faire du guide flow, c'est un peu lent, ça va être contrôler beaucoup de trucs, mais surtout qu'on veut faire une release, c'est un petit peu lent au final. Et puis quand on commence à être beaucoup les demandes de merge request et compagnie, finalement, c'est pas très crafteux, tout ça. Donc, de plus en plus, on est en train de passer nos repos sur des TBD. On améliore également la partie data governance de plus en plus, notamment le lineage qui nous posait souci, mais là, on va le résoudre, je pense, cette année. Et puis, essayer de faire de plus en plus du mob programming quand c'est possible. Alors, c'est pas toujours évident. On fait déjà du pair programming, donc c'est cool, mais le mob, on a déjà essayé un petit peu en mode data science, et ça marche pas mal, en fait, pour résoudre des problèmes data science. On se met autour d'un notebook, on a déjà essayé. Donc voilà, à voir pour la suite. Gagner en lisibilité en interne pour bien communiquer, pour expliquer ce qu'on fait. Et ça, c'est vrai que c'est un challenge en général pour toutes les équipes, quelles qu'elles soient. La partie email gouvernance, bien sûr, continue sur la lancée. Et puis, continuer de s'amuser à faire des beaux produits. Voilà, merci. Question. Salut Vincent. Salut. Merci, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs. J'avais une petite question sur... il y a quelques années, quand on travaillait ensemble, le data scientist senior, c'était le data scientist qui développait une grosse verticalité data science. Je vais être super fort sur de la time series ou du texte ou de la vision. Moi aujourd'hui, dans le retour que tu nous fais, je veux que un data scientist de ton équipe, il est ceinture noire de GCP, il sait faire du Terraform et du Kubernetes. Est-ce que pour toi, c'est un peu ça la direction que ça prend, la professionnalisation du métier de data science, ou pour toi, c'est plutôt quelque chose d'assez exceptionnel et c'est pas forcément souhaitable, c'est pas quelque chose que tu conseillerais en fait C'est une très bonne question en fait. Alors, c'est pas tous des ceintures noires du Kubernetes et compagnie, du Terraform. C'est-à-dire, on fait pas de Terraform, du coup, on laisse ça à l'équipe infra. Donc déjà, c'est un truc de moins en termes de compétences à avoir. Non, en fait, moi, ce que je demande principalement en fait aux gens de l'équipe, c'est, je vais dire quelque chose, c'est presque d'être déjà des bons devs, des bons data scientists, parce que je trouve, en tout cas, de l'expérience que j'ai eue, c'est plus difficile de partir de la data science pure, sans de connaissances dev, IT, et d'y arriver, que l'inverse. Voilà. Donc du coup, après, on ne demande pas à ces gens-là en fait, d'être des cadors et tout, c'est que Kubernetes, on les forme après, et on n'utilise qu'une partie infime de la puissance de Kubernetes. D'ailleurs, c'est très managé, donc en fait, il y a une partie de la complexité qui disparaît. Voilà. Ouais. Le fait d'utiliser un peu des frameworks un peu maison ou pas, ça fait aussi disparaître de la complexité. Donc on ne demande pas en fait, aux gens de comprendre tout le temps tous les sous-jacents. Il y a des gens, du coup, comme tu dis, un peu lead dans l'équipe, comme moi par exemple, ou d'autres, qui peuvent aller un peu aider les gens et les former, et les faire monter en compétences là-dessus. Mais le but, c'est qu'ils soient capables en fait, déjà de résoudre un problème data science, de savoir le transformer en code de production à peu près convenable. Et à partir de là, voilà, on est... Et tout terrain, alors dans le sens tout terrain, je suis d'accord avec toi, dans le sens où aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un choix. Certains qui l'ont fait, on va dire dans cette salle, je pense à Samy par exemple, où en fait, soit on reste un peu en mode consultant ou un peu en mode data scientist, un peu tout terrain, où on arrive à adresser plusieurs problématiques de type
voilà, prévision de vente, etc., système de reco et tout, et ça peut le faire. Soit on se spécialise, parce que par exemple dans mon équipe, alors je ne l'ai pas dit, mais j'ai quelqu'un qui est plutôt spécialisé NLP. Et c'est vrai que si je devais faire à sa place, il faudrait que j'en mette à niveau sur la veille technologique, sur la veille de l'état de l'art et compagnie. Et en fait, c'est compliqué sur tout ce qui est computer vision, tout ce qui est NLP, tout ce qui est son, vidéo, etc. Où c'est que du réseau de neurones avec des architectures en fait, qui tous les jours arrivent, moins maintenant, mais fut un temps, il y en avait une quasiment tous les 4 matins qui ne pouvait de nulle part. Pour rester à niveau, c'est chaud. Et, alors que sur les modèles plus classiques, j'ai envie de dire aujourd'hui, la tendance est plutôt à la stabilité. On n'a pas deux XGBoost qui sortent par jour, on n'a pas de l'IGBM qui sortent par jour. C'est plus le cas aussi à une époque, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, on essaie plutôt d'aller sur des gens qui savent coder, avec des bonnes pratiques. Voilà. Après, on ne demande pas de... D'ailleurs, je n'ai pas parlé de TDD, parce qu'on ne fait pas TDD, ça serait mentir de dire qu'on en fait. On essaie de couvrir un maximum nos tests, mais pour les régressions, etc. Et puis les tests font aussi office de documentation, etc. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas de TDD, parce que pour la simple bonne raison que c'est dur, le TDD, déjà. Et dans la data, ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, je sais bien coder comme il faut, avec des bonnes pratiques, avoir une bonne connaissance de la data science. Et puis si la personne n'est pas Kaggle Master, c'est pas grave. Et souvent, les Kaggle Master, ils ne sont pas forcément des bons codeurs. Donc, donc je pense que le métier, il va s'orienter plus vers des data scientists plus IT qu'on ne l'a connu par le passé. C'est-à-dire où en fait, on leur demande aujourd'hui de mettre en prod. Donc si on ne sait pas faire d'IT, et on n'a pas une connaissance globale d'une archi, comment ça fonctionne, c'est compliqué en fait de demander à quelqu'un d'écrire du code qui passe à l'échelle ou ce genre de choses, quoi. Donc, mais sur la verticalité, ta question, sur la verticalité, je dirais qu'on va garder les deux profils, comment je ne sais pas, mais je dirais ouais, les deux profils vont cohabiter, les gens hyper spécialistes, deep learning ou autres, et les gens un peu transverses, et après ils bossent ensemble, donc tout va bien. Okay. Merci. Je t'en prie. J'ai une dernière question, si je peux... Ouais, bah vas-y. Sur la dimension lean oui. de ton talk. Si tu es à l'aise pour nous le partager, je sais pas. Oui. Tu saurais nous partager un ratio de... parce qu'il y avait un schéma que tu avais au début où tu disais, en fait, quand on démarre un projet, il y a une initiative, puis une étude, puis un MVP. Ouais. Tu aurais un ratio de partager de nombre de projets qu'on abandonne en chemin parce qu'on se dit ça vaut pas la peine versus ce qui va jusqu'au bout. Alors, en fait, c'est souvent en fait, dans la partie un peu initiative où on va prendre le besoin, on va discuter avec le business. Ouais. C'est souvent là en fait, que tout de suite, en fait, on va avoir cette information-là. Alors, pour quantifier le truc, je ne sais pas dire vraiment combien on en aurait. Je dirais pas tant que ça, finalement, peut-être chez nous, peut-être 10-15% maximum des projets comme ça. Alors, des fois, il y a plusieurs raisons. Des fois, le ROI, il n'est pas clairement identifiable tout de suite. Alors, le ROI, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être soit de la valeur vraiment monétaire, mais ça peut être une capacité pour un manager à mieux piloter. Donc ça, c'est difficile à évaluer, mais bon, néanmoins, c'est quand même un ROI indirect. Mais quand on n'a pas ce genre de choses, déjà, on se dit, bon, c'est bizarre, déjà, le métier, même en l'aidant, n'arrive pas à formaliser en fait ce genre de choses. Bon, ça sent pas très bon déjà pour le démarrage. Je me dis, bon, est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce qu'il y a vraiment un truc derrière? Ou parfois, le besoin est réel. Le ROI derrière, probablement aussi, mais des fois, on ne peut pas l'adresser. Par exemple, un exemple, on avait commencé à faire un outil pour peut-être un peu faire de la modération. Voilà, on aimerait en fait continuer en fait, dans l'idée de le faire, mais finalement, au moment où le besoin est apparu, on n'était pas en capacité de répondre tout de suite. Donc, pour l'instant, ils sont partis sur une solution externe. Bon, mais il y en a plein, des API, des trucs que tu peux utiliser à côté. Comme une brique sur étagère de GCP ou d'AWS ou d'Azure que tu peux utiliser parce que l'équipe derrière n'est pas forcément en capacité de répondre et de tout adresser. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça, c'est que quand on a ce genre en fait, de cas de figure, on va tout de suite en fait, dire soit on peut pas, soit ça n'a pas d'intérêt ou en tout cas c'est pas prouvé. Et la quantification, je dirais 10-15, mais pas tant que ça finalement. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de rendre de plus en plus avec le côté un peu data-driven, autonome les gens quand c'est possible, quand ils ont la capacité à le faire. Et là, de plus en plus, on va essayer d'ouvrir en fait la data à des gens qui sont capables, par exemple, de faire directement du SQL. Pourquoi les brider s'ils peuvent le faire? On a des gens, par exemple, à la VNU, des gens qui sont assez capables, qui pourraient le faire en fait directement. Donc, on va commencer à ouvrir ce genre de choses, ou même après, des outils en fait qui sont un petit peu, alors j'aime pas trop ce terme, c'est data scientist citizen. Bon, je crois pas trop à ce terme-là, mais bon, en tout cas, des outils ou un peu no code, on va dire. Nous, chez nous, on a Salesforce Analytics, par exemple. Il y a une brique Einstein Discovery qui permet de faire du ML un peu directement, un peu de bouton. Bon, après, c'est des modèles simples. Il faut quand même avoir un data scientist qui accompagne. Mais ça permet de faire une première baseline en fait, d'un petit modèle pour un business sans faire appel à nous, par exemple. Tu vois. Dans ce genre de direction, en fait, on aimerait prendre un peu pour rendre un peu plus autonome les métiers
éviter des fois des frustrations, ou des fois il n'y a pas les ROI, mais la personne a comment envie de jouer avec le truc. Donc on lui donne des outils pour qu'elle joue avec, et quand après elle a, grâce à ça, peut-être une pensée plus claire, bah là on peut monter un gros truc ensemble, voilà, pour faire quelque chose à l'échelle. Okay. Voilà. Merci pour ton retour. Je t'en prie. Après, c'est pas d'autres questions, c'est parfait, on peut passer au prochain talk. Bah, merci à vous. Bonsoir à tous. Je rejoins le remerciement de votre présence ici pour notre talk aujourd'hui. Alors, on va parler un petit peu de ce qu'on fait chez Opcity. Opcity, c'est une entreprise dans le domaine de ville intelligente, connectée. Et plus en détail, on va expliquer un peu sur le concept du privacy by design. C'est un concept qui n'est pas trop dans l'industrie, mais qui ça commence à arriver avec des réglementations comme RGPD, etc. Nous serons deux à présenter ces slides. On est trop mignons, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Mais voilà, c'est Samy et moi. Je ne sais pas si ça ressemble un peu. On m'a dit que non, mais voilà, je prends un peu mal. Mais bon. Et je commence par me présenter très rapidement. Je suis brésilienne. Je sais que mon accent est très très bon en français, mais voilà, je suis née au Brésil. De base, je suis ingénieure en mécatronique. À cause de ma passion par la robotique, je suis tombée dans cette ingénierie. Et au fur et à mesure, je suis rentrée plus dans le computer vision, d'où ma thèse à l'ONERA. Pour ceux qui ne savent pas, l'ONERA, c'est le laboratoire aérospatial français. Je fais une thèse en vision par ordinateur en utilisant le flou de défocalisation. Gardez cette information parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça maintenant. Et j'ai pu acquérir aussi des compétences plus solides dans le domaine de l'apprentissage profond, qui est très à la mode. Et finalement, après ma thèse, j'ai rejoint l'équipe Computer Vision à Opcity. Et je passe la parole à Samy et je reprendrai après. Merci Marcella. Donc, comme a dit Marcella, moi je suis Samy, hello. Je suis data scientist de formation, mais développeur par passion. Sinon, sur le parcours professionnel, j'ai passé à peu près 3 ans à Octo, où je donnais des formations, je faisais du conseil, des POC de data science et du delivery de projets de machine learning. Je suis aussi un des organisateurs de ce meetup. Et depuis bientôt 2 ans, je suis le manager et le tech lead de l'équipe Computer Vision à Opcity. Et justement, Opcity, pour présenter un peu, comme disait Marcella, c'est une entreprise qui fait dans la Smart City, mais en gros, on vend des données en temps réel aux villes connectées et aux Smart Retailers. C'est des données qu'on va aller récupérer sur le terrain avec ce capteur intelligent qu'on va aller poser au sommet des mâts d'éclairage et qui vont nous permettre de traiter les cas d'usage de Computer Vision qu'on voit à l'écran. Donc, on va aller monitorer les places de parking, savoir quand une place de parking se libère, quand une place de parking est occupée. On va faire du comptage de trafic, que ce soit du comptage de trafic de piétons ou du comptage de trafic de véhicules. On va aussi faire de la détection d'encombrants. Et au-delà de ça, le capteur peut aussi capter le niveau de bruit ambiant. Et depuis la dernière addition, on a aussi un capteur de température et d'humidité dans l'air. Si on se dit que ces cas d'usage sont, on va dire, des fonctions à optimiser. En fait, on a aussi des contraintes qui viennent avec, et on est obligé de jouer le jeu. La première contrainte va être la prédiction en quasi temps réel. On va avoir besoin d'envoyer ces données sur le parking très rapidement. Ça ne sert à rien si on essaie de se garer dans un centre-ville, de savoir qu'il y avait une place de parking de libre il y a 30-45 minutes. Ça, c'est la première contrainte. La seconde, c'est qu'on doit pouvoir traiter plusieurs de ces use cases en parallèle, donc avec un seul capteur, Avec un seul capteur sur une rue, on doit pouvoir compter le trafic des véhicules, mais on doit pouvoir aussi monitorer les places de parking qu'il y a à gauche et à droite, sans avoir de perte de temps sur les calculs qui vont avec. On a aussi un problème au niveau de consommation énergétique. Sur les mâts d'éclairage, souvent, il y en a l'électricité qui arrive que le soir, donc on a aussi un kit batterie qui va avec le capteur. Donc si on consomme trop d'énergie, il n'y aura pas assez de batterie pour que le capteur puisse tourner toute la journée. Donc on doit aussi avoir une notion de frugalité énergétique. Mais la contrainte qui va nous intéresser le plus ce soir, c'est le respect de la vie privée. Parce que un capteur avec une caméra qui est pointé sur les utilisateurs, les usagers des parkings et des centres-villes qu'on monitore, ça peut très vite aller sur un 1984 où on va attribuer un crédit social aux gens, on va aller voir s'ils jettent des petits papiers dans la rue pour leur dire « Ok, vous n'aurez pas votre pièce d'identité, etc. »
Donc, on va essayer de respecter la vie privée des gens. On n'est pas les premiers à vouloir faire de la privacy. Il y a plein de gens qui ont déjà réfléchi à ce problème de privacy dans le domaine de l'IT et qui ont créé une méthodologie qui s'appelle la Privacy by Design et qui repose sur 7 principes. Le premier de ces principes s'appelle la protection de la vie privée par défaut. En fait, imaginons qu'on est en train de prédire les occurrences d'une certaine maladie sur une population, et sur chaque individu de la population, on peut avoir ces données-là, un matricule, un âge, le sexe et l'adresse. Sauf que, on n'a pas besoin du matricule pour prédire si quelqu'un va tomber malade ou pas. Donc, on n'a pas besoin de cette information. Pareil pour l'adresse, on peut supposer qu'on a besoin de connaître à peu près la zone où habite la personne pour savoir si, par exemple, il y a un polluant ou quoi qui cause la maladie, mais on n'a pas besoin du numéro de la rue, par exemple. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas récupérer cette donnée. On va récupérer que la donnée dont on a besoin. Maintenant, sur l'adresse, on peut aller un peu plus loin. On peut, par exemple, dire qu'on va passer un système d'anonymisation qui va prendre les adresses et qui va les transformer en quelque chose qu'on ne pourra pas relier à une personne pour pouvoir la retrouver, où elle habite, etc. Ce principe-là s'appelle la proactivité plutôt que la réactivité. En gros, dès qu'il y a un problème qu'on est capable de prédire, par exemple une éventualité de la fuite de données des adresses qui va permettre de retrouver les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'anonymiser. Ça permet d'éviter des problèmes avant qu'ils arrivent. Bien sûr, ça ne veut pas dire que si un jour on a un problème sur une donnée qu'on a récupérée, et c'est une donnée sensible, qu'il ne faut pas agir rapidement, bien au contraire. Il faut prévenir les utilisateurs et très vite boucher cette faille de sécurité si elle arrive. Ensuite, le troisième, c'est ne pas empêcher les gens qui ont des cas d'usage légitimes de récupérer les données dont ils ont besoin. Typiquement, on peut voir l'âge et se dire « Oula, c'est une donnée sensible, c'est une donnée personnelle, j'y touche pas ». Sauf que, instinctivement, on sait que l'âge est un discriminant très fort pour savoir est-ce qu'une personne va attraper une maladie ou pas. Donc on va quand même récupérer cette donnée, on va la stocker dans notre système d'information, mais on doit dire à toutes les personnes à qui on a pris cette donnée, qu'on a cette donnée, pourquoi on l'utilise et combien de temps on va la garder. C'est très important. Là, tout ce que j'ai dit, en fait, le quatrième principe de la Privacy by Design dit qu'il faut le faire en amont avant de commencer à développer notre produit. C'est-à-dire, pendant la phase de conception, on va tout de suite se poser la question, ok, je peux récupérer le matricule, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que si on laisse les choses s'accumuler, on risque de se retrouver avec des bases de données qui vont contenir le matricule quelque part dans notre système d'information, alors qu'on n'en a pas besoin, et ensuite on va se retrouver à devoir la supprimer, à l'oublier quelque part sur une table ou quoi, et ensuite subir une fuite qui va mener vers la violation de la vie privée des utilisateurs. Ensuite, la sécurité de bout en bout, qui est le cinquième principe, en fait, c'est juste appliquer les bonnes pratiques de la sécurité informatique. En vrai, ça devrait être le cas pour tous les produits logiciels de nos jours, mais en particulier sur la partie qui traite des données personnelles. On ne va pas, par exemple, envoyer sur un endpoint qui n'est pas safe quelque part de la donnée en clair qui va contenir de la donnée personnelle. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va chiffrer cette donnée-là et on va l'envoyer sur des machines, sur les systèmes d'information qui sont plutôt safe. Alors, il n'y a pas de sécurité absolue, mais il faut faire au mieux. Ce qui nous mène vers la transparence. En fait, le produit, il va avoir plusieurs stakeholders. Typiquement, un sponsor peut-être qui a payé pour le produit, ou les utilisateurs qui vont l'utiliser. Ces utilisateurs et ces stakeholders ont le droit d'audit sur le produit qui utilise leurs données personnelles. Ils peuvent demander à un cabinet d'audit, par exemple, d'aller voir le code de votre produit pour vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité ou ce genre de choses. En plus, il faut que, comme je le disais tout à l'heure, les utilisateurs sachent que vous avez leurs données personnelles, où elle est, dans quel serveur, dans quel pays, et combien de temps vous allez la garder, et pourquoi vous l'avez. Si vous avez une donnée pour un use case en particulier, il ne faut pas que cette donnée soit utilisée pour d'autres use cases qui sont complètement différents. Et le dernier, l'approche centrée utilisateur. Alors, c'est pas une approche centrée utilisateur au sens littéral, c'est vraiment dans le cadre de la Privacy by Design. C'est en gros faire des choix par défaut, par exemple, qui vont protéger la vie privée des gens. L'exemple le plus courant, c'est les cookies. Combien d'entre vous ont validé
je prends les cookies de ce site juste parce que c'était le gros choix par défaut. Et la façon de ne pas prendre les cookies, c'était d'aller retrouver dans un menu quelque part, non, je refuse de prendre les cookies. Une application Privacy by Design doit mettre par défaut le choix de non, je ne veux pas vos cookies et je reste anonyme sur ce site. Donc, quand on prend ces principes et qu'on les transpose à nous, ce qu'on fait à Apsity, donc, de façon très générale, ce qu'on fait, c'est qu'on pense souvent à la vie privée avant de commencer à développer une partie de notre produit. On a aussi, on va dire, de bonnes pratiques de sécurité. On essaye de tout sécuriser, même les transmissions de données, etc. Mais plus précisément, dans la partie computer vision, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec une image à résolution réduite. Très concrètement, les capteurs sont capables de prendre des images 4K, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre des images de 640 par 480, en sachant que ces capteurs sont au sommet de mât d'éclairage. Ça va normalement ne pas permettre de reconnaître des visages, de lire des plaques d'immatriculation. En soi, ça ne nous empêche pas d'avoir des résultats assez bons sur la partie computer vision, à moins que ce soit des cas à la marge. Comme on a une lentille un peu fisheye, on a une grosse déformation de l'image, et donc à certains endroits, on peut se retrouver avec un piéton de 3 pixels, et là, bon courage pour le détecteur pour trouver le piéton de 3 pixels. Mais bon. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on n'envoie pas l'image sur Internet. Ça veut dire que toute l'inférence se fait sur cette petite chose, sur un Raspberry Pi, avec toutes les contraintes que ça implique. Donc, là encore, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des modèles très très petits, les plus petits possibles. On a un classifieur fait maison, très petit. On a un détecteur d'objets qui vient de l'état de l'art. C'est un YOLO V7 Tiny. Et ensuite, on va utiliser un framework qui s'appelle TensorFlow Lite Runtime pour runner ces modèles en production. Et on va essayer d'optimiser ensuite pour tenir la contrainte du temps réel, par exemple en faisant du code asynchrone. Et les frameworks qu'on utilise nous permettent justement de faire de l'asynchrone qui parallélise tous les traitements qu'on fait, en plus des inférences des modèles de deep learning qu'on va utiliser. Par exemple, on a un multi-object tracker. On a envie que ce tracker puisse tourner pendant qu'on a une inférence de détecteur d'objets. Tout ça pour, en fait, ne jamais sortir l'image de capteur pour faire l'inférence ailleurs, et ne sortir que l'information, voilà, la place B46 a été libérée, la place B47 a été prise. Mais après, on se pose tout le temps la question, c'est qu'est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur le sujet de la privacy? Et là, je laisse Marcella reprendre la parole pour des éléments de réponse. Hello. OK. En passant à la suite, ce que je vais vous présenter ici, c'est une étude interne qu'on a fait chez nous. C'était une idée qu'on a eue au couloir suite à une demande de notre CEO et qui a abouti dans un papier, dans un workshop SCCV l'année dernière. L'idée est de concevoir un capteur qui soit Privacy by Design. Et pour cela, on a décidé d'utiliser les flux de focalisation. Reprenez vos notes, j'avais dit ça au début. Et donc, l'idée ici est d'avoir un capteur qui assure la confidentialité sur les données sensibles. Donc, pour une tâche qu'on va appeler une tâche sensible, elle est les images données par les capteurs rendent cette tâche très, très mauvaise. L'idée est que ce soit impossible. Ici, c'est la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Et ces images gardent quand même assez d'informations pour des tâches non sensibles qui peuvent être la détection d'objets. Et ici, dans nos expériences, va être la segmentation sémantique. Quand on parle de privacité dans la vision par ordinateur, je crois que pour la plupart d'entre vous, vous allez penser, mais j'ai déjà entendu parler des approches, c'est au niveau logiciel, où on va détecter le visage de la personne, c'est le visage, l'information sensible, et on va soit la masquer, soit la flouter, ou même changer directement cette information. Et, au fait, l'intérêt de faire ça, c'est que c'est fait de façon à ne pas changer la distribution du modèle. Donc, s'il y a d'autres modèles CNN qui passent dessus, la distribution ne va pas être changée. Donc, l'accuracy va être la même. Le problème est que
quand on utilise ça, souvent on passe d'abord par un détecteur de visage. Et si ce détecteur de visage faille, tout le système, la privacité de l'utilisateur est mise en question complètement. De toute façon, on sait que Trump est le coupable. Un autre problème de ce type d'approche est que le traitement de cette image est fait a posteriori. Donc, cette image est stockée quelque part dans le système et quelqu'un qui fait une attaque à ça peut récupérer ces images. Des approches qu'on juge plus privacy by design sont des approches au niveau matériel. Donc, il faut que quelqu'un vienne vienne directement sur le matériel pour changer cette approche qui a été utilisée pour l'attaquer. De toute façon, c'est très difficile de concevoir un modèle qui est 100% fiable. On sait tous ça. Et du coup, ça peut être fait de façon à inclure cette notion de privacy by design dans une puce. Aussi en utilisant la résolution, très basse résolution, qui est ce qu'on fait aujourd'hui chez Opsity, sauf que pour ce type d'approche, on finit par pénaliser beaucoup les pixels qui sont loin du capteur. Et finalement, il y a une approche plus moderne qui est un nouveau domaine qui s'appelle Deep Optics, où en même temps qu'on optimise le paramètre du capteur, de la lentille, on va optimiser le modèle avec la tâche objectif. Par exemple, ici, c'est la tâche d'estimation de pose. Et on va faire un entraînement adversarial de façon que, en même temps qu'on améliore le modèle sur l'estimation de pose, on va essayer d'empirer le paramètre de l'optique pour la reconnaissance de personnes. Sauf que ce modèle-là est très susceptible à avoir des erreurs si on veut une autre tâche. Il faut réentraîner, il faut changer la lentille. Et notre idée est d'utiliser aussi l'optique, mais utiliser les flux de défocalisation. Alors, une information très intéressante, j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on utilise des images de basse résolution, on pénalise beaucoup les pixels qui sont loin. Et le flux de défocalisation a une dynamique qui est très intéressante. Quand on a, ici, c'est une courbe du flux de défocalisation, et ici, c'est la position du plan focal. À la position du plan focal, on a des images des objets qui sont très nettes. Juste avant et juste derrière, elles commencent à être floutées. Le plus on s'éloigne de ce point-là, le plus elles vont être floutées. Sauf qu'elles n'ont pas la même dynamique devant et derrière. Les pixels qui vont de ce point focal jusqu'à la position du capteur, le flux de défocalisation est beaucoup plus intense, comme vous pouvez voir ici, que derrière. Et l'idée, au fait, c'est pour ça que j'ai parlé que c'était de ma thèse, parce que je connaissais cette dynamique et j'ai pensé, mais au fait, on pourrait utiliser ça pour améliorer la privatisation des données et avoir, par exemple, flouter énormément les pixels qui sont en très haute qualité ici, ou avec les informations de haute intensité, qui sont informations très sensibles. Et en même temps, on floute un petit peu derrière, mais pas énormément, comme ça, on ne perd pas cette information derrière. Du coup, on est un peu gagnant sur ça. Et dans cette étude, on va voir quel est l'impact. D'abord, on va voir quel est l'impact de cette approche sur les deux tâches en question, qu'on appelle une tâche sensible et une non sensible. Pour cela, comme on utilise les réseaux de neurones, on a besoin d'une base de données. Et pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez, on a utilisé Cityscapes, où on a des images nettes et on a la carte de profondeur associée. On a donc produit synthétiquement le flou de défocalisation en utilisant les paramètres d'une caméra réaliste. Ça, c'est très important. C'est d'utiliser des paramètres qui peuvent être faits si on veut industrialiser. Ils ont été choisis très, très soigneusement. Et on a généré tous les datasets le correspondant de défocalisé. Pour valider notre méthode, on propose deux expériences. La première, on fait juste avec la tâche non sensible et on va voir quel est l'impact du flou de défocalisation comparé à une image sans flou. Et on va rajouter aussi une autre déformation qui est l'utilisation des images en gris. Parce que finalement, quand on perd la couleur, on perd de l'information et on voulait
On voulait savoir quel est l'impact de ça. Et pour la petite anecdote, tout ça, c'est parti de ça. En fait, notre CEO, il voulait juste savoir quel était l'impact de l'utilisation des images des grilles et on a un petit peu augmenté. Et finalement, c'était super intéressant de faire l'étude. Donc, on a fait les 4 cas. Là, image couleur, image en échelle de gris, image flou de défocalisation couleur, flou de défocalisation gris. Et on va observer qu'est-ce qui se passe avec une tâche juste segmentation sémantique. Et la deuxième, finalement, on compare qu'est-ce qui se passe. Je vais expliquer un peu plus en détail cette expérience, mais quel est l'impact du flou de défocalisation seulement sur les 2 tâches, sensibles et non sensibles. Pour la première expérience, on peut observer ici, j'ai un peu exagéré sur les courbes, on peut observer ici de gauche à droite. Ici, on va avoir l'image colorée. Du coup, on a les meilleurs résultats pour une image colorée et nette. Ensuite, l'image en échelle de gris. L'image colorée avec du flou. Et finalement, on a les pires résultats sur l'image avec les 2 distorsions. C'est un peu les résultats attendus. Donc, on s'attend à avoir une moins bonne précision avec ces distorsions. Et les moins bons résultats, c'est avec les 2 distorsions, parce qu'on perd beaucoup d'informations finalement. Mais les scores sont quand même assez élevés et sont très exploitables. Sachant que là, quand j'ai choisi les paramètres, j'ai choisi un flou qui était assez fort et conséquent. Mais il reste assez exploitable, comme on va voir à la suite. Ici, j'ai juste choisi une image. Là, c'est l'image couleur nette. La vérité terrain de la carte de segmentation et les résultats sur l'image couleur et avec des distorsions. On perd beaucoup en détail quand on a les deux distorsions en même temps. Par exemple, ici, il y a une personne qu'on ne va plus voir ici. Mais on reste quand même avec beaucoup d'informations sur ce qui est sur la vue globale. Selon la tâche qu'on veut de notre modèle, par exemple, si on n'a pas spécialement besoin de savoir où sont les pédestres, ce niveau de flou correspond exactement à ce qu'on veut. Par contre, si quelqu'un me dit « Ah Marcella, j'ai besoin quand même de piétons où ils sont », on peut, juste ici avec cette expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir laquelle des 2 distorsions a été plus pénalisante pour la disparition de ce piéton, par exemple. Et on pourrait, par exemple, ici, vu que c'est les flous de défocalisation, on pourrait choisir un flou plus doux, plus souple. Donc, il nous reste, là, on voit qu'il nous reste trouver ces bons compromis entre la quantité de flou et la précision souhaitée selon la tâche qu'on veut appliquer. Ce qui nous amène un peu à la deuxième expérience. Ici, on va comparer quel est l'impact du flou de défocalisation sur les tâches sensibles et non sensibles. Et pour être un peu plus juste, je ne donne pas juste les mots, mais juste pour pouvoir expérimenter un peu plus, on a choisi une distance focale plus basse pour avoir un flou plus doux sur toute la scène, pour essayer de, on va dire, donner une chance au modèle de détection et reconnaissance de plaques d'immatriculation. Dans cette expérience, on va aussi faire varier la position du plan focal. Donc ici, il est à 100. On va faire varier un petit peu plus proche plusieurs positions proches de la lentille. Et après, on va sauter un petit peu pour voir qu'est-ce que ça peut jouer dans le résultat de ces 2 modèles. Ici, c'est juste pour montrer qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si ça se voit très bien, mais ici, je fais un zoom sur la plaque d'immatriculation, sur l'image nette. Et avec cette variation de la position focale, on a d'abord une plaque d'immatriculation assez floutée. Après, on commence à voir un petit peu et après, complètement floutée, parce qu'on a fait se balader. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que statistiquement, on a une concentration des plaques d'immatriculation assez proche de la lentille. Et c'est là où on aura la chance d'avoir cette reconnaissance quand on change la position de plan focal. Et ça va justement nous montrer qu'il ne faut pas du tout mettre le plan focal là, par exemple. Pour aller directement à l'objectif, ici on a le résultat quantitatif. À gauche, vous allez voir la précision sur la reconnaissance
des plaques d'immatriculation, et à droite, sur la segmentation. Ici, c'est les positions du plan focal. Et ici, c'est les résultats des deux modèles. Les deux modèles ont été entraînés sur des images complètement nettes. Et ici, c'est les meilleurs résultats, on va dire. Et on va voir qu'est-ce qui se passe quand on ajoute du flou. Ici, c'est juste, par illustration, j'ai rajouté les résultats sur la base de données de l'expérience antérieure. Donc ici, on a la courbe de la segmentation sémantique. On voit que quand on passe les flux de focalisation du début et on le déplace vers la droite, on a un pic ici entre peut-être 50 à environ 50 mètres pour les meilleures segmentations. Après, on a une chute. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de flou au début de l'image. Ensuite, on a la reconnaissance de la plaque d'immatriculation. Et on voit que les meilleurs résultats sont ici, où, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est statistiquement où se localisent les plaques d'immatriculation. Donc, la position du plan focal est finie par être dans cette zone qui reste nette, et c'est là où l'algo il a la chance. Et le plus intéressant de ça, c'est que ça peut nous aider à choisir les paramètres d'une caméra de façon à avoir le meilleur score pour la segmentation sémantique et les moins bons scores pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Alors bien sûr, ça c'est un concept qu'on a validé ici. Pour évoluer, on pourrait choisir des meilleurs modèles de plaques d'immatriculation pour choisir quelque chose de plus pointu. Mais ça montre déjà que c'est possible de faire la conception d'une lentille ou juste, de façon très simple, changer le focus de la lentille, ce qui est assez simple à faire, pour avoir une caméra qui est privacy by design. C'est donc une approche plutôt simple, et que dans notre cas, c'était quelque chose qui manquait dans l'état de l'art et on a mis notre pierre dessus. Et je laisse la parole à Samy, juste pour finir les talks. Merci. Du coup, ouais, après ça, on a décidé de continuer les recherches là-dessus. Il n'y a rien à mettre en production, mais là, on a un petit projet de recherche avec des gens qui travaillent à l'ONERA pour optimiser les paramètres d'une lentille en même temps qu'on optimise les paramètres d'un réseau de neurones pour certaines tâches où on arrive à bien, par exemple, détecter les voitures et ne pas détecter les visages, etc. Mais c'est un work in progress. Pour l'instant, on n'a rien en production. C'est vraiment pour la partie recherche. Ce qu'on voulait faire pour la fin de cette présentation, c'est revenir sur la privacy by design et un peu prêcher la bonne parole. En gros, des takeaways. Nous, en faisant de la privacy by design, en fait, on a des effets bénéfiques qui sont un peu des effets de bord auxquels on n'a pas vraiment pensé. Si vous vous souvenez, au début, je disais qu'on avait comme contrainte une basse consommation d'énergie. Le fait de faire tourner nos modèles sur un Raspberry et la limitation qu'on a de puissance de calcul du Raspberry fait qu'en fait, on n'utilise pas tant d'énergie que ça. Donc, c'est un avantage qu'on n'avait pas vu venir et qui est venu grâce à l'approche privacy by design. Ensuite, il y a aussi la partie un peu perso. Quand on fait ce genre de choses, techniquement, c'est très challengeant, ça nous prend énormément de temps. Mais derrière, quand on rentre le soir, on est content de ce qu'on a fait de sa journée. C'est un peu bête, mais c'est quelque chose qu'on aime bien. Et puis, le dernier point, c'est si vous avez besoin de plus d'arguments pour la privacy by design, ou alors convaincre un sponsor, ou que sais-je, que c'est la bonne façon de faire, et ben la loi va dans ce sens. Dans GDPR, il y a des mentions explicites à privacy by design, et il n'y a pas que la loi européenne qui en parle. Privacy by design, d'ailleurs, a été fait au Canada par le gouvernement de la ville d'Ontario. Du coup, c'est quelque chose qui va vraiment, normalement, être le standard dans la plupart des démocraties, en tout cas de l'hémisphère ouest. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions ? Je vais commencer pour initier le truc. Alors moi, la petite question que j'ai envie de poser, alors, tu l'as dit Samy tout à l'heure, c'est pas, le projet que vous avez présenté, le sujet que vous avez présenté, c'est pas encore quelque chose qui est amené à être en production tout de suite, parce qu'on est encore à l'état de la R&D, même plus R que D, j'ai envie de dire aujourd'hui, vu l'article que vous avez publié. En revanche, je me posais la question, mais en général, sur vos systèmes, tu l'as dit, tout est embarqué. À un moment donné, tes modèles, tu dois les mettre à jour, entre autres.
comment faites-vous à l'échelle pour mettre tous vos petits beaux appareils à jour, mettre en production un nouveau modèle, par exemple, qui a fait ses preuves en salle, en chambre, plutôt? Alors, le problème ne se limite pas qu'au modèle, hein, ça touche tout ce qui est embarqué sur cette petite carte mémoire-là. Hein. Tout à fait. C'est tout le firmware, tous les programmes, le kernel Linux, tout. Et pour ça, en fait, il y a une plateforme IoT développée in-house qui nous permet de gérer les mises à jour de tout le parc des capteurs. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, très bien. Et j'aimerais bien en savoir plus, si c'est possible, sur vraiment la partie pure ML, parce que bon, c'est plus spécifique que juste mettre à jour un firmware, même si ça en fait partie finalement. Est-ce que vous avez une sorte de CI/CD ML spécifique pour cette partie-là, ou finalement ça rentre dans le grand workflow global de mise à jour de tous vos systèmes embarqués? Alors, c'est la partie de CI qui va tester qu'on a amélioré les perfs des modèles, etc. C'est un travail en cours, c'est pas encore fini. Okay. C'est vraiment un travail qui est au tout début. Donc oui, le but, c'est à la fin d'avoir une CI qui va checker que le nouveau modèle est bien plus performant que les anciens avant de les envoyer. Et ensuite, on a sur la CI une partie packaging qui va les mettre sur les repositories, dans la prod, va l'épuiser. Et ensuite, c'est notre système d'IoT qui va dire OK, va chercher les dernières versions, et il va chercher les dernières versions de ces modèles. Aujourd'hui, on ne prévoit pas forcément d'avoir un modèle différent, par exemple, pour chaque endroit. Ça peut faire sens, hein. Mais aujourd'hui, nos modèles, on les voit plutôt comme des couteaux suisses qui fonctionnent aussi bien sous la neige qu'au soleil, que la nuit. Ok, très bien. Merci pour la réponse. Je sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Ah. Merci à vous deux pour la super phrase, c'était vachement intéressant. J'avais une question sur la partie modèle aussi, du coup. En fait, est-ce que vous avez envisagé des choses du type federated learning, où finalement vous ne dégradez pas la qualité de vos images, mais les images, elles n'arrivent jamais dans votre récit, parce que ça reste en edge, entre guillemets. Je ne sais pas à quel point c'est faisable sur des Raspberry et ce genre de choses, mais... Du coup, federated learning, c'est j'entraîne une partie, puis ensuite j'envoie toutes les parties de tous les capteurs pour combiner tout ça sur un modèle quelque part. Ouais. Oh, je t'avoue qu'on n'y a pas forcément pensé, mais en fait, il faudrait du coup avoir cette vérité terrain sur les capteurs à l'intérieur, sauf que ça, on ne l'a pas. On fait de la détection, par exemple, de voitures, je dis des conneries, mais on n'a pas quelqu'un qui va valider que sur ce capteur, il y a bien eu une voiture à tel moment. Ça viendrait un peu à l'encontre de ce qu'on a dit, de ne pas sortir l'image du capteur. Donc pour vérifier, avoir une annotation vérité terrain pour entraîner ces petits modèles qui vont ensuite faire un tout. Non, je veux dire, pour certains modèles peut-être qui ne sont pas supervisés, entre guillemets, est-ce que c'est des choses qui pourraient être envisageables? Aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, les modèles de machine learning, c'est des CNN et ils sont supervisés. On a des annotations et on a un pipeline d'entraînement assez classique. Ok, ça marche. Merci. Oui, merci. Donc, il y a une obligation de frugalité sur le détecteur et toute la partie inférence, mais du coup, pour le calcul du modèle, là, vous faites cracher les GPU à 40 MW ou où s'arrête la frugalité? Parce que là, un des problèmes aussi, je pense, du federated learning, c'est que ça taperait dans les batteries assez vite, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, il y a du gros GPU qui fait l'entraînement des modèles, oui. Ah, c'est pas green. Mais... Non, pour le coup, malheureusement pas, non. Après, on prend l'avantage d'avoir des petits modèles, c'est qu'il leur faut pas tant de ça d'époque pour converger, que ce soit le petit classifieur qu'on a in-house ou l'object detector. Comme c'est des versions petites, ça converge plus vite. C'est peut-être un peu green, je sais pas, on se rassure comme on peut. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Du coup, si j'ai bien compris, l'idée c'est de trouver à terme le plan focal, la lentille qui va marcher sur tous les use cases pour toutes les segmentations. Des tâches, on va dire, non sensibles, c'est ça. Là, avec le projet avec l'ONERA, on s'attend à utiliser peut-être une approche multitâche. Et ce serait pas possible, j'imagine un truc, hein, mais ce serait pas possible d'avoir un modèle en plus pour régler ce plan focal selon le use case ou non? Faut qu'il y ait c'est ça qu'on fait. Pardon. C'est ça l'idée. C'est là avec l'ONERA, le projet, c'est de
de faire un peu ce qui a été fait sur la partie estimation de pose, sauf que pour avoir des tâches plus généralistes. Et du coup, en fait, on va avoir un modèle qui est différenciable pour apprendre les paramètres de l'optique. Et en même temps du coup, on va optimiser les deux en même temps. Mais après, quand vous mettez la lentille, le plan focal, c'est le même. Ça se change pas dynamiquement, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. Ça va rester le même. Okay. Là, c'était juste l'expérience, c'était juste pour voir quels sont les changements, mais l'idée, c'est que ça reste figé. Ok. Si on le changeait dynamiquement, ça voudrait dire qu'il y a un aspect logiciel qui permet de le changer et du coup de le mettre au bon niveau peut-être pour aller faire de la détection faciale, ce qu'on veut justement éviter. On veut vraiment que sur la lentille, qu'il y aura sur le capteur, on ne puisse pas faire de détection faciale à moins qu'on monte sur le poteau électrique et qu'on change la lentille à la main. Ok. Et là aujourd'hui, du coup, parce qu'il n'y a pas ce dispositif, vous faites... C'est software. Software, donc le floutage et tout. Le floutage, non, mais on prend, comme je disais, une résolution assez basse, 640 par 480, et on s'arrange pour que les capteurs soient relativement hauts sur les mâts d'éclairage. Ok, ça marche. D'autres questions? Je laisse passer le micro là-bas. Dans les deep optics, pour détecter la pose, est-ce que l'analyse comme en vidéo, comme le frame? Vidéo, c'est vidéo. Pour normalement, l'estimation de pose, c'est très lié à la vidéo. Donc, pour combien de secondes c'est suffisant? Sûr? De combien de secondes? Là, j'avoue que comme ça, je vous invite à regarder le papier. Je peux passer les noms, c'est Inojosa, quelque chose comme ça, pour voir plus en détail. Là, j'ai mis comme un exemple, mais parce que ce n'est pas notre use case. D'abord, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Mais ma question, en fait, comment on sait que pour une tâche donnée, ce plan focal qui garantit la privacy existe, en fait? Du coup, là, dans le cas dont vous parlez, c'est dans le cas où on optimise les paramètres en même temps. C'est ça? Dans le cas où on est en train d'optimiser les paramètres. Parce que là dans l'expérience qu'on a fait, c'est nous qui avons choisi. Du coup, c'est nous qui mettons ça. Dans le futur cas, avec notre actuel projet, c'est un modèle qui va nous dire, je prédis que cette distance focale ou je prédis que cette ouverture est plus intéressante. C'est ça la question, c'est ça? Si c'est physiquement faisable. Ok. Là en fait, ça, c'est une question qui est ouverte. Il y a un papier qui parle de ça que je n'ai pas encore lu. Mais en fait, c'est une question ouverte. Donc, sur la limitation, comment limiter les paramètres physiques de la lentille simulée. Mais ça, c'est une question ouverte, juste pour dire, on est en train de travailler sur ça. Il y a déjà quelques papiers sur ça et c'est une question contre là. Je ne sais pas si tu as répondu. C'est peut-être une question qui est liée. Je pense que, en tout cas, l'idée, c'est qu'est-ce qui nous laisse dire que, en choisissant un plan focal, que par exemple les license plates ou les visages ne se retrouvent pas dans cette distance focale qui est critique. Je pense que c'était ça peut-être la question. Non, parce que si j'ai bien en fait compris la présentation, c'est que effectivement on va chercher un plan focal pour lequel peut-être on verra le minimum de plaques d'immatriculation. Là, c'est pas que voir le minimum, c'est juste que là, on est à une distance où l'information des pixels, elle est pas, c'est pas possible, même sur une image normale. La position du plan focal, elle doit être soigneusement choisie, de façon à que dans cette distance, les plaques d'immatriculation sont déjà plus visibles. Et du coup, on a un très grand flou devant qui va complètement dégrader tout ce qui est là. Et on va dire c'est juste après la limite de voir les plaques. Comme ça, on va pas perdre énormément d'informations des pixels qui sont à la suite. Sachant que le capteur, il est en haut d'un lampadaire. Donc, de toute façon, il y a une distance minimale physique. Alors oui. Pour le cas des expériences qu'on a fait, c'était comme disait Marcella sur le dataset Cityscapes, où c'est plus à hauteur de véhicule.
c'est des véhicules qui roulent avec des caméras. Mais oui, pour nous, le fait que ce soit déjà à 7 mètres de hauteur, et 7 mètres de hauteur, du coup, c'est la distance minimale, c'est si on essaie de détecter quelque chose qui est juste en dessous, qu'on aura déjà cette distance-là qu'il faut prendre en compte. D'accord. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment spécifique à ce cas-là, où on a la caméra fixe et bien placée. On n'a pas une caméra mobile, je veux dire. Mais on peut avoir une caméra mobile aussi. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, dans ces cas, on pourrait mettre cette technologie... Pardon. On pourrait mettre cette technologie dans une voiture parce que de toute façon, jusqu'à telle distance, tout va être flouté et on peut pas. Enfin, la distance limite, on va dire, toujours ça dépend de la voiture, elle avance avec la voiture. Donc, ça peut être appliqué dans le domaine de voitures autonomes aussi. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est juste que, en fait, on propose une approche qui peut être mise là, en fait. Ce qu'on peut améliorer, c'est avoir la lentille, du coup optimiser les paramètres de la lentille, mais disons dans une situation très limite, on pourrait juste défocaliser et figer. Même dans nos capteurs, parce que on peut faire ça. De toute façon, les capteurs ils sont mis au point pour avoir des choses nettes ou pas. Du coup, ça pourrait être implémenté. C'est ça qui est intéressant dans cette approche. Et en fait, quand on avait fait l'état de l'art, j'étais assez étonnée de ne pas trouver quelqu'un qui avait déjà fait cette étude. D'accord. Donc l'idée, c'est de mettre ce plan focal à un endroit où déjà on ne voit pas bien. C'est ça, c'est déjà ça. Et à partir de là, c'est juste qu'on va, au lieu de continuer à dégrader cette information, au fait, on adoucit ça parce qu'on n'a plus besoin du flou. On aura, parce que c'est une conséquence, après les plans focaux. Mais par exemple là, c'est bien à 400 mètres. C'est assez loin. Parce que comme ça, j'ai vraiment un très très grand flou devant. J'ai exagéré. Eh bien très bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci encore. Bravo. Merci.